Bonjour, je suis Sylvain Grisot, urbaniste et fondateur de Dixit.net. Notre podcast donne la parole à celles et ceux qui font la ville d'aujourd'hui et de demain. On échange aujourd'hui avec Emmanuel Delannoy, qui est auteur, conférencier, entrepreneur, consultant et sans doute bien d'autres choses encore. Mais c'est surtout un de ces passeurs qui tisse du lien entre les mondes distants de l'entreprise, des associations et de la science du vivant. On a suivi ensemble les pistes du biomimétisme, pour engager les transformations nécessaires de nos économies, nos territoires et nos organisations. Car si le vivant est en crise, il peut aussi nous inspirer ses solutions, au travers des différents niveaux du biomimétisme, et peut aller jusqu'à refonder l'organisation de nos territoires en s'inspirant du fonctionnement de nos écosystèmes. Cette révolution a sans doute déjà commencé, mais on ne la voit pas, focalisé que nous sommes sur l'aveuglement des puissants et l'écume des médias. Reste à dénicher les réservoirs de possibles, nourrir les potentiels et tisser de nouveaux imaginaires imparfaits, inspirés des clés que nous offre le vivant. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter sur Dixit.net pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et bonne écoute. Une ville en pleine expansion. Les transitions à mener s'accumulent, l'énergie, l'agriculture, les mobilités. Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle ? C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain. On a privilégié la machine, la matière et l'énergie par rapport à l'être humain. C'est pour ça qu'on ne recycle pas bien les téléphones. And perhaps the defining trend of the 21st century is population growth. On a une responsabilité sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité. Chaque échec va permettre la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès. Des projets d'urbanisme qui sont indispensables du fait d'une circulation toujours plus intense. Ce plan est un plan que le public montait pour venir voir. Il s'agit du plan de sauvegarde dedans. Si on est une grande part du problème, on est forcément une grande part de la solution. On va peut-être couler moins de béton et miser plus sur l'intelligence et finalement changer de matière grise. Emmanuel Delannoy, bonjour. Bonjour. Alors Emmanuel, vous êtes l'auteur de quelques essais remarqués qui tissent un lien notamment entre économie et écologie. On citera l'économie expliquée aux humains en 2011. Alors c'est un non-humain qui explique aux humains, donc on est déjà dans le sujet. Permaéconomie en 2016 et puis plus récemment en 2021, biomimétique. Répondre à la crise du vivant par le biomimétisme. On fera la distinction entre les deux. Vous êtes aussi conférencier, entrepreneur, multirécidiviste, à ce que j'ai compris, consultant. J'avais envie d'échanger aujourd'hui sur les transformations nécessaires à la fois de nos économies, mais aussi de nos territoires et de nos organisations, et puis les moyens pour y parvenir, au travers notamment des pistes tracées par le biomimétisme. Mais peut-être parce que c'est sans doute une bonne illustration de ces liens entre l'économie, entre les entreprises et les enjeux écologiques. Peut-être nous raconter brièvement un peu votre parcours, ce qui vous a amené là. Alors ce qui m'a amené là, c'est un long cheminement personnel en tout cas, bon, pas aussi long que les 4 milliards d'années d'évolution du vivant, on y reviendra, mais en gros c'est un parcours d'étudiant qui m'a fait passer de la biologie à l'économie et au management, donc 2 casquettes quelque part, et après un long parcours professionnel avec des traces parallèles finalement, une trace qui était plutôt en week-end et en soirée de bénévoles dans des associations de protection de la nature et de l'environnement, notamment largement humanité et biodiversité, et puis une autre casquette qui était celle de cadre, voire cadre supérieur en entreprise, sur des fonctions très classiques finalement et qui n'avaient rien à voir avec la biodiversité. Mais tout ça cheminait quand même dans la tête et ça m'amenait souvent à faire des parallèles. Et quand je suis tombé sur le livre de Janine Benyus, donc là je me suis dit tiens, il y a un truc, ça fait écho à une réalité. Et à un moment, je crois que c'était en 99, reprise des études, parce que justement j'avais envie de faire du lien entre tous ces sujets-là, donc j'ai refait un master spécialisé où j'ai pu aborder ces aspects de systémique, d'écologie,
de transition écologique, etc. On parlait encore de développement durable à l'époque, expression que je n'ose même plus prononcer. Mais, et ça m'a mis le pied à l'étrier sur un certain nombre de transformations. Voilà, et notamment, par exemple, ce qui m'a amené pour Humanité et Biodiversité à être négociateur pendant le Grenelle environnement, et ce qui progressivement m'a amené à réfléchir, notamment à travers l'Institut Inspire que j'ai créé pour ça, à des passerelles entre le monde scientifique de la nature et de la biodiversité, de l'écologie au sens large, le monde associatif de la protection de la nature et de l'environnement, et le monde des entreprises et des entrepreneurs. Et finalement, voilà, à travers ces passerelles, ces référentiels communs, ce langage commun qui était à élaborer, on a pu ressortir un certain nombre de pistes stratégiques et d'éléments qui permettaient alors d'abord de se comprendre, de parler de la même chose. Et après, l'étape suivante, c'est d'agir ensemble. Et ça, c'était important quand même. Donc un pied dans chaque monde, peut-être la capacité de faire parler les uns avec les autres, de trouver des langages communs avec un objectif très clair, c'est de faire bouger ces systèmes au-delà de les comprendre. Alors, on va parler de ce système, mais peut-être partir de l'image un peu macro, se redonner quelques fondamentaux. On parle beaucoup de la crise climatique, en tout cas, on parle enfin beaucoup de la crise climatique. À l'occasion des crises géopolitiques, on parle aussi de plus en plus des problématiques de ressources, qu'elles soient énergétiques ou matérielles. Mais finalement, c'est bien la troisième des crises du siècle dont on parle le moins, la crise du vivant, celle de la biodiversité, de ça ou de ces crises. Est-ce qu'on peut se remettre un peu les pieds sur le sol et se donner quelques idées clés sur l'importance de cette crise de la biodiversité et le fait que c'est pas juste la troisième, elle est liée aux autres et elle est juste fondamentale. Oui, et pour faire une boutade ou une pirouette, mais qui n'en est pas une finalement, hein. Et quand on relit la théorie Gaïa de James Lovelock, par exemple, le constat qu'on peut faire, c'est que le climat est une coproduction de l'ensemble du système vivant planétaire. C'est-à-dire que chaque espèce contribue au climat, à sa régulation, voire à sa dérégulation, puisqu'une espèce en particulier, la nôtre, est en train effectivement de complètement casser cette machine de régulation climatique. Mais ça, c'est le premier point, c'est que la crise climatique et la crise de la biodiversité, elles sont effectivement intimement liées, qu'on ne traitera pas l'une sans l'autre, et ça, c'est assez fondamental. Et même sur les crises de ressources, regarder le vivant aujourd'hui, c'est comprendre finalement que depuis la révolution industrielle, depuis qu'on s'est tourné vers le fossile, et quand on parle d'hydrocarbures fossiles, c'est finalement de la biodiversité du passé, hein. Dans les mines de charbon, on trouve des fossiles de fougères, de libellules géantes, etc. Et donc, on s'est tourné vers une biodiversité qui a disparu il y a 300 millions d'années, 360 millions d'années à peu près, pour négliger complètement celle qui était notre présent et qui nous entoure. Or, en fait, nous dépendons, mais à chaque instant, dès qu'on inhale une certaine quantité d'air pour respirer, dès qu'on boit quelque chose, dès qu'on mange quelque chose, on dépend de la biodiversité intimement. Pour digérer ces aliments, nous dépendons d'une biodiversité que nous hébergeons dans notre système digestif, mais sur notre peau, sur l'ensemble de nos muqueuses, etc. On a au moins autant, mais ça va jusqu'à 10 fois plus dans les estimations, de cellules non humaines que de cellules humaines dans l'enveloppe corporelle humaine. Donc on est vraiment dans une relation de dépendance radicale vis-à-vis d'un système vivant qu'on ne maîtrise pas. Ça, c'est la première chose qui est vraiment à comprendre, c'est que la biodiversité, ce n'est pas un sujet environnemental de plus, c'est finalement soit une porte d'entrée, soit un point d'arrivée de toutes les autres crises qu'on va pouvoir considérer d'un point de vue environnemental. Et c'est même une voie royale vers la pensée systémique qui est indispensable aujourd'hui. Dans le vivant, tout est lié, tout est en interaction. Alors, quand on parle de la crise de la biodiversité aujourd'hui, je ne vais pas vous bombarder de chiffres, hein, mais on parle de la 6e grande crise d'extinction. La 5e, c'est celle qui était donc à la fin du Crétacé, qui a vu les dinosaures, mais aussi les ammonites disparaître, par exemple, et donc beaucoup d'autres espèces aussi. En termes d'amplitude et en termes de rapidité, on est dans le même ordre de grandeur. On estime que le taux d'extinction des espèces aujourd'hui, il est de 100 fois à 1000 fois supérieur au taux d'extinction naturelle qu'on peut
estimé grâce aux archives paléontologiques. Dans les sédiments, on sait qu'il y a des espèces qui apparaissent, des espèces qui disparaissent, et on peut le mesurer assez précisément. Or, l'espérance de vie d'une espèce étant entre 2 et 5 millions d'années, normalement, dans une vie humaine, on ne devrait pas observer de disparition d'espèces, ou ça devrait être un phénomène aussi exceptionnel qu'une supernova, par exemple. Or, en fait, on en constate des dizaines tous les ans, voire plus même aujourd'hui. Donc, on a vraiment un phénomène de grande accélération de ce côté-là. Donc, cette crise de la biodiversité, elle est là aujourd'hui, elle est à plusieurs niveaux. Il y a effectivement des disparitions d'espèces, on en parle beaucoup, en tout cas, c'est peut-être la partie la plus médiatisée de la crise de la biodiversité. C'est d'un point de vue émotionnel, par son côté irréversible, quelque chose qui peut constituer une sorte d'électrochoc psychologique, mais finalement, la diminution des effectifs, on parle par exemple de 80% des baisses d'effectifs d'insectes volants en Europe ces 40 dernières années. Donc là, on est sur des mécanismes où finalement toutes les fonctionnalités écologiques qui vont être liées à ces populations d'insectes, notamment la pollinisation, s'effondrent à mesure que les populations s'effondrent. Mais si les populations s'effondrent, ça veut dire que le réservoir de diversité génétique à l'intérieur des populations, il diminue lui aussi proportionnellement. Or, la capacité d'adaptation des espèces au changement, elle est liée à cette diversité génétique. Donc, moins on a de diversité génétique, moins on a de capacité de réaction des espèces et des cohortes dans les écosystèmes aux changements globaux qui sont en cours aujourd'hui. Et donc, ce qui fait que finalement, il y a effectivement une spirale d'extinction, la diminution des habitats, la diminution des effectifs, la diminution de la diversité génétique peut amener jusqu'à l'extinction de l'espèce in fine. Et donc, c'est toutes ces dimensions-là, la crise de la biodiversité. Un autre point qui est fondamental aussi, c'est la standardisation, l'homogénéisation des habitats, parce qu'on est passé par une manière industrialisée de produire notre alimentation, parce qu'on est passé par des manières standardisées d'aménager le territoire, les infrastructures, les villes, les routes, les ponts, etc. Et finalement, tout ça amène aussi à une sorte d'uniformisation des habitats, des territoires, des écosystèmes, qui est évidemment, là aussi, pas favorable à la biodiversité. Et c'est quelque part, là aussi, une résultante logique d'un mode de pensée, alors qui est très cartésien, mais qui est aussi très lié à la révolution industrielle, qui est que finalement, pour gagner en efficacité, gagner en rendement, on cherche à chasser tout ce qui va être la variabilité non contrôlée. On va se concentrer sur des modes répétables quasiment à l'infini, dans des conditions qui vont être sous contrôle. Et finalement, le modèle industriel, c'est ça, c'est faire des économies d'échelle en produisant au plus fort volume possible pour avoir un coût unitaire le plus faible possible. Ça amène au clonage en agriculture. Quand vous avez un champ de blé devant de vous, si toutes les tiges font 90 cm, c'est parce que chaque tige est un clone de sa voisine. Donc il y a quasiment zéro diversité génétique. Tout ça, ça amène une grande vulnérabilité des systèmes, parce que justement, il n'y a plus cette diversité, il n'y a plus cette capacité de réponse. Et j'ai envie de dire, même au-delà de la biodiversité, c'est toutes les diversités qui sont aujourd'hui finalement dans le collimateur, c'est-à-dire que ce mode de pensée qui est fondé vraiment sur une suroptimisation, sur une industrialisation, une standardisation, il s'applique aussi aux diversités humaines, il s'applique aux diversités culturelles, il s'applique aux diversités linguistiques. Et finalement, quand on fait le panorama, toutes les diversités aujourd'hui sont sous tension, voire sous menace immédiate. Le vivant, la biodiversité en crise, mais on le voit bien, on est largement sorti de vrais sujets, mais entre la baleine, le rhinocéros et l'ours blanc que l'on voit, on a finalement une crise beaucoup plus globale qui va toucher un peu toutes les échelles du vivant dont nous faisons partie, remettant en cause aussi notre propre écosystème et surtout nous inscrivant dans une logique de fragilité quand les choses bougent autour de nous. Alors le vivant en crise, mais peut-être que... Pour reprendre le mot de Saint-Exupéry, l'essentiel est invisible pour les yeux. C'est-à-dire que finalement, quand on parle de biodiversité, c'est ce qui est invisible pour les yeux qui est sans doute essentiel. Ce sont effectivement tous ces micro-organismes. C'est tout ce qui nous est caché parce que ça vit dans le sol. C'est tout ce qui nous est caché parce que ça vit dans les océans profonds. Ce sont ces micro-organismes qui sont majoritairement contributeurs au grand cycle biogéochimique
cycle de l'azote, du phosphore, du carbone, de l'eau, etc., et sans lesquels tous ces cycles seraient brisés aujourd'hui. Et ça, on ne le voit pas, effectivement, ce n'est pas quelque chose qu'on mesure quand on parle de biodiversité. Et puis après, il y a toutes les interactions et interrelations qui sont aussi essentielles et qui, elles, ne se voient pas. Mais la biodiversité, ce n'est pas un catalogue de timbres que seraient les espèces, c'est d'abord des systèmes en interaction dynamique. C'est une très très bonne illustration, je trouve, de ces syndromes de perte du point de référence ou d'amnésie qu'on peut avoir. On s'accoutume finalement au changement de notre milieu. On s'est habitué à la fois à la perte au fait de moins nettoyer moins passer l'essuie-glace sur la voiture parce qu'il y a moins de moustiques, etc., mais aussi la perte de biodiversité du sol ou la perte de quantité de plancton dans un certain nombre d'océans. On s'y habitue finalement assez bien. Alors il faut qu'on regarde tout ça de façon à réagir. Alors réagir, c'est donc réagir par rapport à cette crise du vivant, des écosystèmes. C'est peut-être aussi s'inspirer du vivant pour trouver les solutions. Alors, il y a ce terme qu'on entend de plus en plus, de biomimétisme. Peut-être déjà nous dire d'où ça vient, quel est un peu le trajet de cette inspiration puisée sur le vivant, dont on va voir qu'elle a sans doute beaucoup de facettes différentes. Oui. Alors déjà, l'idée de s'inspirer du vivant, elle ne date pas de l'invention du mot biomimétisme, qui date de la fin des années 90 avec le livre de Janine Benyus, donc qui s'appelait justement biomimicry en anglais, qui a été traduit par biomimétisme. Il y a d'ailleurs un faux ami là-dedans, c'est que quand on parle de mimétisme, il ne s'agit pas de mimer ou de copier, mais bien de s'inspirer, mais de garder une certaine distance, une certaine capacité à poser les bonnes questions. C'est finalement une porte d'entrée, encore une fois, vers la pensée systémique et essayer de, comme disait Aldo Léopold, il faut penser comme la montagne. Là, il faut penser comme le vivant. Il faut se dire, tiens, face à telle contrainte, face à telle difficulté, problématique sur laquelle on doit travailler aujourd'hui, comment ferait le vivant non humain ? Comment aurait travaillé l'évolution ? Qu'est-ce qui se serait passé ? Et qu'est-ce qui aurait amené à une piste de solution ? Alors, est-ce qu'on peut rester, juste pour être bien exposé tout ça, c'est important. Alors, je crois que vous parlez de niveau, oui. de niveau de biomimétisme, et bien souvent, quand on entend parler de biomimétisme, on a une forme d'inspiration directe sur une aile d'avion inspirée d'un oiseau, le fameux nez. Du TGV, de l'équivalent du TGV japonais inspiré de je ne sais plus quelle espèce, etc. Donc vraiment une inspiration purement formelle, on est loin de ça. Mais il y a 3 niveaux. Oui, on va y revenir. Alors le premier niveau, c'est celui qu'effectivement vous venez d'évoquer, qui est le niveau s'intéresser finalement aux formes et aux structures dans les systèmes vivants. Et là, on va s'intéresser plutôt aux espèces, effectivement, puisque c'est ce qu'on voit. Alors, on peut citer, par exemple, typiquement l'effet lotus, par exemple, pour faire des façades ou des structures en verre auto-nettoyantes. L'effet lotus, c'est ce qui fait que la feuille du lotus a une structure hydrophobe, donc les gouttes d'eau vont ruisseler dessus. C'est auto-nettoyant. Le lotus étant une plante qui a besoin de faire de la photosynthèse, ça lui permet d'éviter d'avoir cette espèce d'écran de poussière ou de boue qui ferait un écran justement entre la lumière du soleil et les cellules photosynthétiques. On peut citer effectivement le fameux TGV japonais, le Shinkansen et le martin pêcheur. Et donc là, il y a l'histoire de pénétrer finalement dans un liquide pour le martin pêcheur avec émettre le moins d'ondes de choc possible pour ne pas alerter les poissons, typiquement, puisque c'est un pêcheur, comme son nom l'indique. Et là, le TGV japonais, dans un pays qui est très montagneux, l'idée, c'était de pouvoir pénétrer dans les tunnels sans ralentir excessivement et sans créer une onde de choc qui assourdirait tous les passagers du train. Donc ça, c'est des exemples extrêmement classiques. On peut encore citer le velcro, etc. Mais finalement, si on remonte plus loin dans le temps, Gaudi, par exemple, a fait beaucoup de biomimétisme de forme. Alors, on parle même parfois de biomorphisme, c'est-à-dire que c'est juste s'inspirer d'un point de vue stylistique de la forme, mais malgré tout, pour la portance, par exemple, il s'est intéressé aux structures des arbres, etc. L'idée, c'était de faire des structures relativement légères avec des portances importantes. Gustave Eiffel, on dit qu'il s'est inspiré d'une coupe d'un os d'oiseau, d'un fémur d'oiseau, pour constater que c'était
plein de vide finalement, et juste des structures en tension comme ça. Et donc ça l'a amené au viaduc de Garabit et après à la Tour Eiffel. Donc bon, il y a ces idées-là qui sont assez anciennes finalement. Ça c'est le premier niveau. C'est intéressant, ça peut être sympa, ça peut amener vers une certaine sobriété matérielle, puisque malgré tout, les ressources matérielles dans le vivant sont sous contrainte et on a intérêt, quand on est un organisme vivant, si on veut gagner cette bataille de l'évolution, être très sobre finalement en matière première et donc en énergie. Donc oui, ça a un intérêt. Le deuxième niveau, c'est ce qu'on appelle le niveau des procédés. Et là, on arrive sur des choses qui font que finalement, quand on observe des structures dans le vivant, on a parfois un résultat qui est au moins équivalent en termes de performance technique que ce qu'on peut obtenir, nous, avec nos procédés industriels, mais avec une beaucoup plus grande économie de moyens, et notamment d'énergie, mais aussi de matériaux. Je pourrais prendre, par exemple, qui a ouvert une huître où un ormeau s'est rendu compte que c'était quand même extrêmement dur. En fait, finalement, la céramique de l'ormeau, elle est aussi dure que des céramiques qu'on utilise pour des applications aéronautiques, des pales d'hélicoptères, des choses comme ça, par exemple. Or, l'ormeau fabrique ça à température ambiante dans de l'eau de mer, avec des éléments qui sont dissous et qui sont abondants dans l'eau de mer. Nous, pour faire une céramique de grade industriel, on chauffe des éléments qu'on va puiser dans le sous-sol à 1500 degrés, dans lequel on incorpore des matériaux polluants. Vous voyez qu'on n'est pas du tout sur le même bilan écologique en termes de procédé de fabrication. Pourtant, à la fin, le résultat est le même. Quand on prend la soie de l'araignée, une toile d'araignée, finalement, c'est un peu l'équivalent d'un Kevlar en termes de performance mécanique aussi, sauf que l'araignée, elle va faire ça avec du carbone organique qu'elle va transformer dans ses glandes sérifères à température ambiante, et le produit fini est complètement recyclable puisque l'araignée est capable de manger une ancienne toile pour en refabriquer une nouvelle. Donc, en termes d'économie circulaire, on a un truc qui est quasiment parfait. Et pourtant, les propriétés mécaniques sont strictement comparables, à la même échelle, évidemment. On a beaucoup d'inspiration, ou peut-être même tout simplement de jalousie, quelque part, sur notre incapacité à faire, notamment dans tous les procédés industriels permettant de produire les matériaux de construction là-dessus. On avait un entretien il y a bientôt 2 ans, je crois, avec l'architecte belge Luc Schuiten, qui est très inspiré de ces questions-là et qui imaginait le développement d'un biobéton de ce type-là, inspiré des huîtres, et qui permettrait de produire un matériau à froid. Et donc sans émission de CO2. Or aujourd'hui, évidemment, notre béton, le ciment, et surtout le ciment qui permet donc de le produire, a des impacts, des émissions de CO2 absolument énormes. Et on sait faire du verre, par exemple, à température ambiante, à relativement petite échelle, mais donc c'est quand même des voies prometteuses. Et par ailleurs, tout ce qui est chimie verte à travers le génie enzymatique, etc., on se rapproche de ça. C'est-à-dire que casser ou synthétiser des molécules, mais à 30 degrés, là où des bactéries peuvent faire le travail, ou des enzymes peuvent faire le travail, c'est pas du tout la même chose que de le faire comme on fait en pétrochimie à 200 ou 300 degrés. Donc on voit bien que là, il y a des bilans énergétiques qui sont assez intéressants. Le troisième niveau, il est, à mon avis, encore plus intéressant. Et là, l'idée, c'est de s'intéresser aux écosystèmes, finalement, et aux interrelations entre les espèces, et de se dire, finalement, avec cette approche systémique, comment on pourrait imaginer demain des systèmes de production agricole qui vont s'inspirer des interactions, des coopérations, des rétroactions dans des écosystèmes non gérés par l'homme. Ça amène à des choses comme de l'agroforesterie, de la permaculture, travailler sur les complémentarités entre espèces, la manière dont le sol va être auto-entretenu finalement par les plantes. On va avoir des plantes fixatrices d'azote, d'autres qui vont le consommer. On va avoir des plantes qui vont attirer des pollinisateurs, des plantes, etc. L'autre exemple qui est classique aussi, c'est ce qu'on appelle l'écologie industrielle. On parle maintenant d'écologie industrielle et territoriale. C'est de se dire, mais finalement, des acteurs d'un même bassin d'emploi vont, pour certains, produire des chaleurs perdues, pour d'autres, produire des frigories perdues, pour d'autres, produire des éléments comme du gypse, par exemple. Si on a des fumées à traiter, à désulfuriser, on va précipiter du gypse, qui est un élément de base qui sert à faire des panneaux de plâtre, par exemple. Certains vont produire des boues qui vont être très riches en matière organique, qui peuvent être utilisées en biotechnologie derrière. Et donc, l'idée, c'est de faire comme dans les écosystèmes et de boucler tous ces flux, finalement. Alors, ça suppose un peu de logistique, ça suppose un peu d'intelligence collective, de la bonne gouvernance, de la contractualisation. Mais on peut arriver à mailler ces acteurs et faire en sorte que, comme dans un écosystème, les déchets des uns soient les ressources des autres. Ça, c'est assez classique, assez connu. Et puis après, on peut se dire, mais finalement, une ville,
c'est un peu la même chose finalement. Et là, j'aime bien prendre ce point de référence, c'est que là où on construit nos villes, nous, avant la ville, il y avait un écosystème, il y avait une forêt, il y avait un marais, il y avait une zone humide, il y avait une prairie pérenne. Qu'est-ce qui se passait dans cette forêt ? Cette forêt, par exemple, elle produisait sur place son énergie à partir de la photosynthèse, elle la stockait sur place sous forme de biomasse, et puis c'était redistribué saison après saison grâce au travail des vers, des insectes, des bactéries qui reminéralisaient tous ces éléments-là et rendaient cette biomasse disponible pour des futures constructions. Donc c'est une ville qui capture son énergie, la stocke, la redistribue, et pareil, recycle l'intégralité de ses déchets. Si on prend l'eau, la forêt, elle capte l'eau sur place, elle le remonte des couches profondes grâce aux racines des arbres, elle la rend disponible, elle crée elle-même la pluie dont elle a besoin par évapotranspiration. Et finalement, on peut se dire, tiens, la ville, est-ce qu'elle est capable de faire ça ? Non, la ville, elle va chercher son eau propre très loin et elle va exporter son eau à épurer, ses eaux usées très loin aussi. Et dans la ville, tout est aujourd'hui comme ça, c'est-à-dire qu'on va toujours chercher à aller chercher les ressources ailleurs et exporter les déchets ailleurs. Toutes les activités de transformation, elles sont plutôt bannies des villes parce qu'on va considérer qu'elles sont dangereuses. Mais si elles se faisaient à pression, à température ambiante et sans risque industriel majeur, on pourrait imaginer relocaliser tous ces process-là. Le traitement des eaux usées est un exemple qui est tout à fait pertinent aussi. Après, la ville, on peut se dire, tiens, c'est un système qui est hyper communicant. La forêt, pardon. Dans la forêt, vous avez des circulations de phéromones, vous avez des circulations de nutriments par le réseau du mycélium, les racines, etc. De l'information qui va circuler dans le sous-sol aussi. Se dire, finalement, nos villes, elles ne sont pas si communicantes que ça. On a beau avoir Internet et la Wi-Fi partout. Il y a des tas d'acteurs qui ne communiquent pas du tout entre eux en ville. Donc voilà, c'est l'idée de se dire, il y a des systèmes hyper connectés, hyper intelligents, hyper performant, mais avec une grande économie de moyens toujours, est-ce qu'on peut s'en inspirer pour concevoir nos propres systèmes ? Et là, il y a certainement des choses à faire. Et donc s'inspirer, regarder le vivant, regarder les écosystèmes pour apprendre à penser systémique, pour changer lui-même le système. Ouais. Je voudrais revenir juste sur un point, sur le dernier, là, vous pointiez, qui me semble important et que j'avais noté moi dans ma lecture de permaéconomie, c'est combien à un moment le fait de rajouter dans un système de l'information, du partage d'informations, permet aussi de le rendre plus efficace, non pas en termes d'optimisation, de suroptimisation, mais en termes de réduction des pertes, de la déperdition, que ce soit d'énergie, de matière, etc. Oui, et c'est quelque chose qu'on peut vraiment constater quand on parle d'économie circulaire, par exemple. Si on veut limiter les pertes de matière, typiquement en économie circulaire, mais aussi les pertes d'énergie, on a une nécessité de rendre les systèmes un petit peu plus intelligents, un petit peu plus communicants, de mieux partager l'information entre clients et fournisseurs. Et je prends le cas contraire, par exemple, c'est l'extrême un petit peu, qui n'est pas de l'économie circulaire d'ailleurs à mon avis, c'est quand on parle de recyclage. On a tendance à dire, aujourd'hui, on a des dizaines de types de plastiques différents dans notre vie quotidienne. Et puis, après usage, tout part dans la même benne. On a beau dire, on va faire du tri, etc. Oui, on va séparer le ferreux, le non-ferreux, le verre, le plastique. Mais à la fin, les différents plastiques, on ne sait pas les séparer. Si on met un petit peu plus d'intelligence dans le système, d'abord, on va pouvoir améliorer et allonger la durée de vie de chaque composant, parce qu'on sera dans du réemploi et non pas dans du recyclage. Mais in fine, si chaque matériau est correctement marqué et qu'on est capable de l'orienter vers la bonne filière à la fin, on a effectivement beaucoup moins de pertes de matière. C'est un premier exemple un peu simpliste que je prends, mais typiquement en industrie aussi, si vous voulez allonger la durée de vie d'une machine, réduire les étapes de maintenance non planifiées qui vont coûter plus d'argent, nécessiter le déplacement d'un technicien, les remplacements de pièces, etc. On fait ce qu'on appelle de la maintenance préventive, voire de la télécollecte d'informations qui permet de faire de la télémaintenance aussi. C'est un élément clé dans le développement d'écosystèmes de réemploi dans la fabrique de la ville sur un certain nombre de territoires, sur lequel cette connaissance, à titre d'illustration, c'est la connaissance des gisements, les bâtiments qui vont être déconstruits dans les prochaines années, et à un moment, des process qui nécessitent des échanges avec les projets neufs qui vont apparaître et qui pourront venir puiser un certain nombre de matériaux, taper finalement dans la mine urbaine plutôt que de retourner dans la mine traditionnelle et réutiliser des matériaux qui seraient extraits de bâtiments déconstruits. Ça nécessite d'avoir une vision globale de ce qui se passe sur un territoire, donc d'avoir un acteur qui quelque part fait ce travail d'évaluation du gisement, mais aussi derrière d'avoir des modes de collaboration
entre ces différents acteurs pour qu'ils viennent échanger et échanger ces matières, quitte à ce qu'ils soient aussi concurrents sur d'autres registres économiques. Ce qui me fait une transition vers un certain nombre de principes, finalement. On a parlé des différentes couches, des différents niveaux, du biomimétisme. Il y a un certain nombre de principes. Je ne sais pas s'il faut qu'on les reparte tous, mais en tout cas, ils sont inspirants à bien des égards, notamment ce débat autour de la diversité versus spécialisation. Est-ce qu'on peut revenir dessus ? Ça me semble vraiment important, puisqu'on retrouve une question de dialogue et donc de coopération entre acteurs, mais qui n'est possible qu'à partir du moment où on a des besoins différents. Une spécialisation d'un territoire, par exemple, c'est multiplier des acteurs qui ont les mêmes besoins, et donc avoir des territoires dans lesquels la concurrence domine et les opportunités, les complémentarités, les opportunités de collaboration sont finalement faibles. Aujourd'hui, la question, c'est comment est-ce qu'on relocalise, pour relocaliser certes des emplois, mais aussi pour avoir plus de résilience face aux à-coups du climat ou autre dans nos territoires. Comment est-ce qu'on fait finalement, comment est-ce qu'on peut s'inspirer de ces différents principes du biomimétisme pour travailler soit nos territoires en soi, soit nos business models aussi, des organisations qui font la ville. Oui, et alors là, il y aurait plein de choses à dire, mais on va rester sur ce principe de diversité. Au passage, ces principes du vivant, c'est pas des lois descendantes imposées d'une autorité supérieure, etc. C'est des choses qui ont été acquises finalement par émergence progressive, par coévolution, et il y a des choses qui marchent dans les comportements, dans les interactions, dans les rétroactions, et qui donc sont sélectionnées par l'évolution. Il n'y a pas que des formes anatomiques et des structures qui sont sélectionnées par l'évolution, il y a aussi des modalités d'interaction. Et il y a ce principe dans le vivant, finalement, mais on parlait de diversité génétique tout à l'heure, il faut comprendre la reproduction dans le vivant, finalement, un peu comme une photocopieuse avec 10 millions de pixels, comme ça, mais qui, à chaque copie, ferait une erreur sur quelques pixels. Il se trouve qu'au bout de quelques dizaines de millions de photocopies, l'image finale n'est plus du tout celle d'entrée. Et c'est ça l'évolution, finalement. Et la sélection derrière fait que les variants qui sont opportunément placés par rapport à des contextes environnementaux qui vont avoir changé, vont être sélectionnés par l'évolution. S'il n'y a pas de diversité, il n'y a pas cette possibilité de sélection, il n'y a pas cette possibilité d'adaptation. Et ça, c'est la première chose qui va être assez intéressante, c'est que finalement, quand on parle de résilience aujourd'hui, y compris dans les territoires, y compris dans les systèmes économiques, industriels, etc., la résilience, c'est que si tout le monde dans une entreprise, et je prends le cas pour le coup de la diversité de recrutement en termes de ressources humaines, si tout le monde, si tous les cadres sont des hommes de plus de 40 ans, qui sortent à peu près des mêmes cursus, des mêmes écoles, etc., ils vont avoir le même schéma mental, ils vont raisonner de la même manière, et quand la crise va arriver, ils vont tous apporter la même réponse. Et ce qui fait qu'on a des effets d'emballement, de chute, de cassade, des choses très accidentées finalement. C'est pas du tout lissé. Il n'y a pas suffisamment de diversité de réponses pour que finalement, parmi les modalités de réponse qui se présentent, il y en a une qui soit effectivement favorable et qui puisse fonctionner. Donc ça, c'est le premier point, c'est qu'on a besoin de cette diversité à tous les niveaux. Vous l'avez évoqué aussi, il n'y a pas de coopération possible. Alors évidemment, dans un écosystème, on ne va pas parler de coopération, ce serait une sorte d'anthropomorphisme, mais on va dire qu'il y a des interactions à bénéfice réciproque. Mais si tout le monde, sur un écosystème industriel comme naturel, a les mêmes besoins en ressources et produit les mêmes types de déchets, donc les mêmes intrants, les mêmes extrants, il n'y a pas de coopération possible, il n'y a que de la compétition qui va être possible dans ce cadre-là. Or, finalement, dans un écosystème à maturité, les agencements se sont auto-organisés de manière à ce que les intrants des uns soient les extrants des autres. Et on peut faire pareil. Et bon, on l'a dit, cette diversité, elle n'est pas aujourd'hui valorisée, mais elle existe. Et la première démarche, c'est d'abord d'inventorier cette diversité et ensuite de regarder ce qu'on peut faire pour la valoriser et en tirer parti, plutôt qu'au contraire de se dire on va chasser cette diversité par une sorte de, encore une fois, ce terme de suroptimisation qui voudrait que finalement, non plus les choses vont être homogènes, standardisées, plus ça va être facile à gérer. Et peut-être que c'est plus facile à gérer, mais qu'une fois que la crise arrive, on est bien démunis. Donc voilà, c'est un réservoir de potentialité, la diversité.
La diversité pour être résilient, ou un des facteurs en tout cas de résilience. Mais les crises sont là. Les crises sont là. Il y a nécessité d'engager le changement. Alors vous êtes pour le coup à la manœuvre sur ces questions-là, auprès des organisations, des territoires, auprès des acteurs publics depuis bien longtemps. On parle beaucoup d'adaptation. De façon intéressante, on a précisé les choses aussi avec l'exaptation. L'exaptation, c'est ça, c'est bien ça. À force de lire, j'ai du mal à le prononcer. Qui est aussi un élément inspirant. C'est-à-dire comment est-ce que une organisation, finalement, fait quelque chose de complètement différent, mais de ce que je comprends, en s'appuyant sur ses savoir-faire. Est-ce qu'on peut faire un peu la nuance entre les deux, adaptation et exaptation? Oui, alors dans le vivant, l'adaptation, c'est un processus de sélection qui peut se baser sur l'apparition de nouveaux comportements ou l'évolution de certaines structures, de certains métabolismes, etc. Mais là, donc, on est soumis au pas de temps de la génétique, de la reproduction, qui, à l'exception des bactéries, est extrêmement long, quand on parle des êtres multicellulaires. L'exaptation, c'est une sorte de bricolage, finalement, assez astucieux, où l'évolution va réutiliser des structures qui existent déjà pour en faire un usage complètement différent, parce que le contexte et les pressions évolutives vont avoir changé assez radicalement. Alors, il y a un exemple on doit l'expression à Stephen Jay Gould, qui est paléontologue, enfin qui était paléontologue, qui est décédé maintenant depuis une dizaine d'années. Et Gould avait inventé ce terme-là, et notamment, il y avait deux références, c'était les plumes des oiseaux, qui sont une exaptation d'un duvet qu'on trouve chez beaucoup de dinosaures, notamment les dinosaures théropodes, mais ce duvet avait une fonction d'isolant thermique finalement, et quand les oiseaux se sont mis à voler, cette plume est devenue vraiment une structure indispensable au vol. La vessie natatoire des poissons, par exemple aussi, vient de certains poissons dipnostes. C'était un organe respiratoire, auxiliaire aux branchies, qui est devenu un organe sensoriel qui permet aux poissons de naviguer dans un milieu à 3 dimensions en détectant les variations de pression de l'eau. Et donc, on a un changement complet de fonction pour une structure qui finalement est assez analogue. Et l'idée qu'on peut en faire, c'est de se dire, tiens, nous, on est contraints à nous adapter, à changer rapidement beaucoup de choses dans nos process industriels, dans nos villes, dans nos organisations. Qu'est-ce qui aujourd'hui est là et qu'on pourrait exapter? Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de beaucoup d'innovations technologiques, parce que parfois, ce n'est pas les choses qu'on va changer, c'est l'usage des choses. Et c'est de se dire, par exemple, ces anciennes voies de halage qu'on trouve un petit peu partout, qui servaient à tirer des péniches, qui ont servi aux promeneurs du dimanche, etc., est-ce que ça ne peut pas être des voies pénétrantes pour rentrer dans les villes en vélo, par exemple? Il n'y a presque rien à faire, c'est déjà là. La mobilité partagée, c'est pas réinventer la voiture, c'est réinventer l'usage de la voiture. Voilà, il y a plein de choses, souvent des petites choses comme ça, mais qui sont finalement des exaptations de choses qui existent et qui permettent d'aller beaucoup plus vite dans les processus d'adaptation. Adapter par exemple des bottes de paille à la construction, c'est finalement s'appuyer sur la capacité du territoire à produire, territoire dans un sens large et générique, mais aussi finalement à produire des matériaux. Pour construire la ville, on est bien non plus sur des formes d'innovation incrémentale là-dessus, mais aussi quelque part des formes d'innovation de rupture, mais en s'appuyant sur de l'existant, des savoir-faire, des productions qui sont là, des éléments du paysage, etc., etc. Et c'est sans doute plus proche de la capacité de ce que fait le vivant, ou en tout cas de ce que fait la nature dans les changements qu'elle accompagne. Alors, quelques clés, on vient de le voir, quelques outils au travers du biomimétisme pour accompagner ces changements-là, pour les engager. Pour autant, on le voit bien, et vous êtes mieux placé que moi encore pour le voir depuis de nombreuses années. C'est pas parce qu'on a des arguments rationnels, c'est pas parce qu'on a des faits que pour autant le monde bouge. Et si l'histoire mondiale s'était fondée sur la rationalité des acteurs, on le saurait. Il y aurait sans doute un peu moins de crise politique, un peu moins de guerre et un peu moins de stupidité. Alors, on commence à voir à peu près clair sur la destination, la nécessité de prendre un virage. Par contre, le chemin est loin d'être tracé et la façon d'arriver à associer chacun sur ces formes de bifurcation est pas du tout évidente. Il y a aujourd'hui
en l'absence de discours politiques clairs permettant de donner un cap ou en tout cas de donner envie, la nécessité de tisser de nouveaux imaginaires. Question toute simple auquel j'espère que vous ne nous cachez pas la réponse si vous l'avez vraiment, mais comment tisser ces imaginaires, ces nouveaux imaginaires qui donnent envie vraiment de bouger? Ou est-ce qu'on doit attendre les crises les plus violentes pour que ça amorce le mouvement? Alors, il y a plusieurs phénomènes là. Il y a un phénomène d'ailleurs qui est celui du pas de temps de l'histoire et du renouvellement des mythes culturels collectifs, de cet inconscient collectif qui fait que aujourd'hui, par exemple, il y a vraiment une foi extrêmement solide dans le progrès technologique qui réglera toutes les solutions, tous les problèmes, etc., en apportant des solutions à chaque problème. Il y a cette foi effectivement quasiment illimitée dans la croissance économique qui est censée n'apporter que des bienfaits. Or aujourd'hui on constate qu'il y a de plus en plus une décorrélation entre le bonheur, le bien-être humain, etc. et la croissance économique. Et on voit bien aussi que le progrès technologique, il amène son lot de solutions, mais il amène son lot de problèmes nouveaux aussi auxquels il va falloir faire face parce qu'on ne le regarde peut-être pas de la bonne manière, on n'a pas cette liberté de jugement finalement par rapport au progrès technologique. Il y en a plein d'autres comme ça, il y a le mythe qu'on doit à Descartes, qui est qu'il est une sorte de destinée supérieure de l'humanité de se rendre comme maître et possesseur de la nature, donc d'essayer de tout contrôler, y compris ce qu'il ne contrôlera jamais, donc c'est purement mythique, ça c'est une vraie mythologie. Il y a plein de choses comme ça. Et finalement, ces choses-là sont acquises de manière totalement inconsciente, et c'est dans des couches tellement basses de l'imaginaire que ça vient à l'idée à personne de les remettre en cause. Mais petit à petit, ça évolue quand même. Je pense que si on avait posé la question à un artisan sabotier en Angleterre en 1860, on lui aurait dit, alors c'est comment cette révolution industrielle? Il vous aurait regardé avec des grands yeux ronds. La révolution industrielle, c'est un truc qui a été théorisé 50 ans après. Peut-être que la révolution qui est en cours en ce moment, elle n'est pas théorisable, elle n'est pas observable, elle est un peu à bas bruit, comme ça, ce sont des signaux faibles, et peut-être que dans 50 ans, on regardera cette période en se disant, bah oui, c'est vraiment passé quelque chose de fondamental à ce moment-là. Et là où je veux en venir, c'est que peut-être que, justement par rapport à cette espèce de mythe fondateur qui est que nous devons de tout contrôler, nous devons donc de tout domestiquer, parce que tout ce qui n'est pas domestiqué est délétère, dangereux, est une menace potentielle, etc. Et notamment, on voit bien le lien avec l'effondrement de la biodiversité. Tout ce qu'on ne maîtrise pas, on s'en méfie. Et donc, finalement, tout ce qu'on ne maîtrise pas, c'est ce qu'on ne connaît pas, et c'est peut-être ce qui fera les réservoirs de possibles de demain. De passer de cette idée de maîtrise absolue-là à cette idée de dire, ben non, il y a dans l'inconnu, il y a dans le vivant, il y a dans la diversité des réservoirs de possibles qu'on va pouvoir accompagner, mais en leur laissant finalement une vraie potentialité de libre évolution. Ben là, il y a peut-être un nouvel imaginaire. Je prends souvent l'image d'un surfeur, qui est finalement un surfeur, il ne maîtrise pas la vague, il ne contrôle pas la direction de la vague. Un surfeur, pourtant, il interagit avec la vague en tirant parti de la puissance de la vague. Mais ce que le surfeur contrôle, ce sont ses gestes, c'est sa posture sur la planche. Donc, ce sont quelque part les technologies qu'il a mis au point pour interagir avec la vague, pas la vague elle-même. Mais peut-être que le rapport entre l'humain et le vivant, ça peut être ça, c'est plutôt que d'essayer de contrôler le vivant, essayons de contrôler les technologies qui nous permettent d'interagir avec le vivant et de tirer profit de la formidable dynamique d'évolution et d'adaptation du vivant. Et là, il y a peut-être une piste à creuser en termes de nouveaux imaginaires dans cette relation avec le vivant, et qui serait ni dans l'espèce de nature-optimisme béat qui veut que tout soit bon, tout soit parfait, etc. dans la nature. Non, il y a plein de choses imparfaites dans la nature, mais c'est justement dans ces imperfections que vont se nicher des potentialités d'évolution. Et ce n'est pas non plus dans cette espèce de techno-solutionnisme extrême qui fait qu'il faudrait absolument tout contrôler. La révolution a donc déjà commencé, mais à force de regarder les puissants, on ne l'a pas vue. Elle a peut-être lieu ailleurs, dans ces réservoirs de possibles qui convient donc de dénicher, comprendre, nourrir.
et accompagner peut-être en tissant justement ces nouveaux imaginaires, alors certes imparfaits, mais inspirés de la capacité de la nature à trouver et retrouver finalement ces équilibres dans un changement permanent finalement de ces dynamiques. Très bonne piste, merci beaucoup. On va essayer de filer la métaphore là-dessus, mais surtout de trouver des outils. Essayer d'avancer là-dessus, en tout cas dans le champ qui est le nôtre, mais qui surdétermine finalement beaucoup de choses, qui est la fabrique de la ville. Alors, on mettra, Emmanuel Delannoy, évidemment les références de vos ouvrages en commentaire du podcast, mais est-ce que vous avez 2 ou 3 pistes de lecture pour aller plus loin? Par où commencer? Si on parle d'économie, pour moi, le livre de Kate Raworth, donc La théorie du donut, est essentiel aujourd'hui. C'est effectivement une déconstruction de beaucoup de mythes sur lesquels est fondée l'économie aujourd'hui. Donc, notamment ce mythe de la rationalité, de l'homo economicus bien informé qui prend toutes ses décisions en connaissance de cause, etc. Et une sorte de réhabilitation, non de l'irrationnel, justement, de l'imaginaire, des désirs, etc. Donc ça, c'est vraiment assez intéressant et fondamental. Bon, il y aurait des tas de choses à dire là-dessus, mais je vous laisse lire le livre. Et le deuxième, alors, il est un peu déconnecté de nos sujets, quoique tout le monde mange tous les jours. Et on oublie souvent à quel point notre relation à l'alimentation façonne aussi notre relation au monde et peut ouvrir vers une destruction du monde vivant tel qu'on le connaît, ou au contraire vers une repotentialisation du vivant. Et ce livre, il s'appelle Cytopia. Et j'ai oublié le nom de l'autrice, mais ça me reviendra et on le mettra. Et on le mettra bien sûr en commentaire. Des premières pistes, premiers échanges, mais qui donnent envie d'aller évidemment plus loin. Alors, dans vos écrits, mais on renouera la conversation au travers de tous ces sujets-là, et notamment voir ce que nous, faiseuses ou faiseurs de ville, on peut en faire, on peut en tirer pour avancer et faire la ville du futur, qui, je le rappelle, est déjà autour de nous. Emmanuel Delannoy, merci beaucoup pour ces échanges et à bientôt. Merci beaucoup.